Yo, j'espère que ça va. En tout cas, je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de Seul tome 2, Le Maître des Couteaux. Sorti en 2007, il a été récompensé au Grand Prix du journal de Mickey. Et ouais, c'est du lourd, le journal de Mickey. Vous me direz ce que ça vaut. On va donc revenir sur ce tome et dire ce qu'il y a à en dire. Jingle, c'est parti! Contrairement au tome 1 qui avait un rythme effréné et où la tension ne retombait jamais, ce tome 2 lui se pose pour pouvoir développer son intrigue. Ce développement de l'intrigue s'attaque sous deux angles, à travers être seul, et donc de ne dépendre de personne. Thématique qui fait d'ailleurs beaucoup rêver les enfants. Il y a donc d'abord le bon côté, la liberté, et le mauvais, l'épouvante, être totalement livré à soi-même. La particularité de ce tome, c'est qu'il raconte beaucoup de choses au-delà de l'histoire. Sous-entendu, hors champ, thématique, ce tome en est très intéressant et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Plus qu'une critique, sera un petit peu une analyse en quelque sorte. Et de cette analyse, je vous donnerai mon avis, commençons. Tout d'abord, parlons du début du tome. Je trouve que ce début est très réussi et très juste. À commencer par la première page où on voit juste des paysages urbains vides. Direct, ça te remet dans le contexte. Et puis ensuite, il y a ce dialogue entre Doji et Leila qui nous fait nous projeter dans la suite et qui prépare le tome 3. Et ensuite, on reprend là où le tome 1 nous avait laissé. Cette fameuse phrase qui était « on va s'organiser ». Ainsi, le tome 2 commence par nous montrer comment ils se sont adaptés et comment ils ont appris à vivre seuls. Donc voilà, je voulais juste faire un petit aparté sur ce début que je trouve est super pour accrocher le public. On va donc passer maintenant au deuxième point qui est la particularité majeure de ce tome, la prolifération des sous-entendus. Si c'est quelque chose qu'on retrouve dans tous les tomes seuls, celui-ci en est le plus fourni. Et c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, à commencer par le hors-champ. Des choses qui se passent dans l'histoire mais qu'on ne voit pas, des choses qu'on suggère. Le doudou qu'a laissé Terry juste devant le Majestic, qu'on retrouve quelques temps après accroché à un poteau avec des barbelés. Ce qui prouve que le maître des couteaux est allé juste au devant du Majestic. Ce doudou déchiqueté fait comme un avertissement. Ou alors quand Camille dit qu'il n'y a plus de couteaux au Majestic. Et donc là tu comprends que c'est le maître des couteaux qui les a tous volés. Aussi quand Doji dit que son beau-père était violent et alcoolique. Donc là tu comprends pourquoi Doji avait tant réagi quand il a vu Ivan et Leila en train de picoler avec un revolver. Il avait réagi violemment parce que ça lui rappelait son beau-père. Ou alors tout à la fin, à la dernière page, quand tu vois un impact de balle dans une vitre et qui est en fait la baraque du maître des couteaux. Et que dans cette baraque, tu vois un petit bébé qui s'appelle Lucie. Et donc là, ça nous fait comprendre qu'en fait, le maître des couteaux, il a attaqué nos héros pour protéger cet enfant. D'ailleurs, petite anecdote, Lucie, c'est aussi le prénom de la fille de Bruno Gazzotti. Et pour finir là, la scène du cinéma, où on comprend la scène à travers la réaction des personnages. Ceci dit, les plus jeunes lecteurs ne l'auront peut-être pas compris. Je vous expliquerai bien cette scène en détail, mais bon, comme il se dit, une image vaut 1000 mots. Vous en pensez quoi? Bon, vous savez quoi, fini de tourner autour du pot, c'est parti, 1, 2, 3. Des étoiles plein les yeux. Écoutez, on peut reprendre. Le dernier sous-entendu est avec le maître des couteaux et la dernière page. Quand tu vois cette page de BD Stillman, on comprend que le maître des couteaux s'est inspiré de ce Stillman pour faire son costume. Le casque, le pull avec l'étoile au milieu, ou alors tous les couteaux sur ce pull pour faire comme une armure. Tout est là pour copier ce Stillman mais en version débrouillard. Donc voilà, c'est tous les sous-entendus de hors-champ que j'ai repérés, mais peut-être qu'il y en a d'autres, dites-le moi. Ou peut-être vous les avez compris autrement, ce n'est que ma vision des choses. Il y a maintenant un deuxième type de sous-entendus qu'on va voir à présent. Des sous-entendus qui n'apportent pas directement quelque chose à l'histoire, mais qui plutôt délivrent un message. Là, ce que j'appelle message, en fait, c'est vraiment au sens large, toutes les thématiques qu'il traite. Donc tout d'abord, le plus évident, c'est que ça traite de ce qu'est la vie en communauté, mais aussi l'alcoolisme, aussi la vengeance. Quand tu vois à la fin que Ivan et Camille se mettent à mépriser le maître des couteaux, et qu'après Doji dit qu'à se venger, on finit par devenir pas mieux que son agresseur, et que donc il ne faut pas céder à la vengeance si on veut pas devenir aussi mauvais que son agresseur. À faire le mal, on devient le mal. Et puis il y a un dernier message que je trouvais grave intéressant. Vous me direz si vous l'avez compris pareil, c'est avec Terry et ses jouets. Étant seul, Terry peut voler et posséder tous les jouets qu'il veut, ce qu'il trouva dans un premier temps très excitant puis s'en lassa. Et du coup dans ce tome 2, Terry, je trouve c'est un peu la métaphore des milliardaires. Ces gens qui ont une fortune inquantifiable et qui peuvent posséder tout ce qu'ils veulent. Au début c'est comme un rêve et ils mènent une vie à 100 à l'heure, mais ça leur fait perdre le sens de la vie et ils finissent donc par se lasser de la vie. Faut savoir que c'est un problème qui touche beaucoup de fortunés. Et donc dans ce tome 2, je vois un peu Terry comme la métaphore de ces fortunés. L'excitation, la vie à 100 à l'heure jusqu'à en être énervé. Et puis au final ils s'en lassent parce que ce qui compte c'est pas tout ce que tu as mais plutôt comment tu le partages avec les gens que tu aimes. Putain, c'est beau ce que je viens de dire. Si j'avais su que j'en serais à dire des trucs comme ça en parlant de seul. Enfin bref, fermons cette magnifique parenthèse philosophique. En commençant cette vidéo, je pensais que j'allais parler de ces sous-entendus un peu comme en les listant, mais en y réfléchissant, je trouve qu'ils sont bien moins définis que ce que je pensais. C'est pour ça qu'il n'y a pas une vision des choses, et d'ailleurs j'attends la vôtre dans les commentaires. Toujours est-il que ce hors-champ, ces messages rendent le tome, je trouve, intéressant. On continue avec le point suivant.
Le point suivant est centré sur le maître des couteaux, personnage portant l'intrigue. D'ailleurs, en parlant de lui, j'ai oublié quelque chose dans les sous-entendus. Le fait que son costume soit une sorte de copie de celui de Stillman, c'est pour en faire ressortir un message au lecteur. Ça traite la thématique de l'influence des fictions sur notre psychologie et notre personnalité. Est-ce que les BD, les films, les mangas, les romans et j'en passe nous influencent dans nos actions, dans notre façon d'être? Est-ce qu'ils deviennent une vraie source d'inspiration pour nos vies? Peut-être que le message que Velman veut faire passer, c'est que pour lui, oui, les fictions nous transforment à l'image du maître des couteaux. Dites-moi toujours ce que vous en pensez. Revenons donc à notre maître des couteaux. Dans ce tome 2, on distingue deux phases. Tout d'abord, avant que le maître des couteaux passe à l'attaque, et ensuite, évidemment, quand il passe à l'attaque. Et je trouve vraiment la première phase une super réussite, vraiment. Ces scènes où tu commences à apercevoir le maître des couteaux, un peu comme du teasing, vraiment je trouve que c'est une vraie réussite ces scènes. Il y a une ambiance, une atmosphère, elles ont vraiment quelque chose ces scènes. D'ailleurs, dans l'une de ces scènes, il y a un paysage urbain au crépuscule de Fortville qui m'intrigue beaucoup. On distingue des volatiles qui ont l'air étrangement grands. C'est bizarre, quand tu regardes la perspective de ce plan, t'as vraiment l'impression que ces volatiles, ils ont une envergure de au moins plus de 2 mètres. Et regardez attentivement, ils n'ont pas des ailes d'oiseaux. Étant donné la taille et la forme des ailes, je vois deux choses. Premièrement, peut-être des chauves-souris géantes, ou alors un ptérodactyle. En tout cas, c'est intriguant. Dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez. On passe maintenant à la deuxième phase du tome, quand le maître des couteaux passe à l'attaque. Je trouve la première scène d'action est vraiment prenante et impressionnante. Après pour ce qui est de la deuxième scène d'action, je trouve c'est pas extrêmement subtil. Juste le maître des couteaux entre au majestic pour les descendre. Après la scène est prenante avec ces héros qui perdent leurs moyens. Et puis après t'as ce retour de Doji pour nous offrir le combat final. On pourrait reprocher à ce combat final qu'il est un peu trop intellectuel, mais en même temps ça va bien en opposition avec le combat d'avant quand nos héros perdaient leurs moyens. Là où elle est bien cette scène, c'est qu'elle est percutante, mais après je la trouve pas extrêmement recherchée vu qu'au final ça revient à un combat de boxe. Ceci dit, ça reste quand même une des meilleures scènes d'action de la saga. Avant d'en venir au final de cette vidéo, j'aimerais dire deux petites choses. Déjà pour commencer, je suis impressionné que Velman ait teasé un truc qu'on ne comprendra qu'au tome 8, alors qu'on est qu'au tome 2 là. 6 tomes en avance, il nous parle de ses 15 familles. Sacré Velman. Ensuite, le deuxième truc, c'était pour revenir vite fait sur ce que j'ai dit précédemment. La thématique de l'influence des fictions sur notre comportement est retrouvée à 3 reprises dans ce tome. La première, je vous en ai déjà parlé, c'est le costume du maître des couteaux par rapport à Stillman. La deuxième, c'est quand Legla dit à Doji, t'es pas notre chef, t'as vu trop de films de Clint Eastwood. Et puis la troisième, c'est quand nos héros sortent du cinéma et qu'il y a Terry et Ivan qui disent qu'ils ont été traumatisés par le film. À 3 reprises, Velman traite la thématique de l'influence de la fiction. On voit que Velman a un vrai questionnement sur le sujet. Il est donc temps de résumer. Alors qu'est-ce que je pense de Seul tome 2, le maître des couteaux? J'y viens maintenant. Je trouve que Seul tome 2 est une très bonne BD pour 3 raisons principales. La première raison, c'est que c'est trop cool de voir des enfants se débrouiller seuls dans une ville. C'est un peu comme un rêve de gosse d'avoir une ville vide rien que pour soi. La deuxième raison, c'est tous ces sous-entendus qui enrichissent l'œuvre et qui la rendent intéressante. Que ce soit des messages ou du hors-champ, c'est à chaque fois très habilement fait. Et puis la troisième raison, c'est cette intrigue qui est portée par le maître des couteaux. C'est un antagoniste réussi qui rend la BD prenante. Ceci dit, c'est un tome qui a pas vraiment d'impact dans la saga et l'intrigue est assez basique. Toutefois, ça reste un tome mémorable. Et si je devais le mettre une note, je lui mettrais un 7 sur 10 qui correspond à très bien. Comme le tome 1, mais lequel je préfère des deux, vous le saurez quand je ferai ma vidéo top tome. C'est donc la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu et à t'abonner pour être notifié de mes prochaines vidéos. D'ailleurs, ma prochaine vidéo sera une vidéo d'analyse théorie sur la fin du tome 13 et la guerre des limbes. Elle vous attendra dimanche prochain. Sur ce, je n'ai plus qu'à espérer que ma vidéo ne soit pas trop restreinte à cause de l'extrait compromettant. J'imagine que vous voyez tous duquel je parle. En tout cas, portez-vous bien, je vous dis à dimanche. Salut!